Allez, on plonge au cœur d'un des textes les plus forts de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. On va s'intéresser à un truc assez fou. Comment est-ce que Bicêtre, cette prison tristement célèbre, peut être décrite à la fois comme un palais sublime et comme un trou à rats immonde? Dès le début du chapitre 4, bam, le ton est donné. On sent tout de suite l'angoisse du narrateur. Le mot hideux, il claque. Il résume à lui seul toute la terreur, tout le dégoût que ce lieu lui inspire. On sent immédiatement le poids de la condamnation. C'est vraiment ça la question centrale. Comment Hugo arrive à nous peindre deux tableaux aussi radicalement opposés du même endroit? Franchement, c'est une sacrée prouesse littéraire et on va décortiquer ensemble comment il s'y prend. Alors, voilà le parcours que je propose. D'abord, on va regarder de plus près ces deux visions de Bicêtre. Ensuite, on verra comment l'auteur construit cette image avant de la démolir complètement. Puis, on se penchera sur ses techniques d'écriture et enfin sur l'impact qu'il cherche à avoir. Ce chapitre, ce n'est pas juste une description, hein, c'est une vraie démonstration de force. Hugo nous montre comment les mots peuvent devenir une arme, un argument terriblement puissant. Notre objectif ici, c'est vraiment de voir au-delà des mots. Il faut comprendre la stratégie de Hugo. Il se sert d'un lieu pour incarner une idée. Il cherche à orienter, tout en finesse, notre perception pour nous rallier à sa cause, la lutte contre la peine de mort. Commençons par la première vision, celle qu'on a de loin. Une image presque parfaite, séduisante, pleine de grandeur. Vu de loin, Bicêtre, c'est impressionnant. Hugo emploie des mots comme majesté, splendeur. On imagine cet édifice immense sur une colline qui domine tout, avec presque des allures de château royal. C'est une image quasi romantique, une beauté qui nous berce d'illusions. Mais voilà, cette vision, c'est une façade. Une façade parfaite, mais qui cache une vérité bien plus sombre. Et c'est justement cette illusion de grandeur qui va rendre la chute, le retour à la réalité, encore plus brutale. Et maintenant, accrochez-vous, on va voir comment cette image parfaite s'écroule à mesure qu'on se rapproche. La réalité va frapper et elle frappe fort. Et voilà, la phrase pivot, la phrase qui fait tout basculer. En quelques mots, Hugo pulvérise toute la majesté qu'il venait de construire. Le ton change du tout au tout. Le rêve se transforme en cauchemar. Le château droit, ce n'est plus qu'une ruine misérable. Le contraste est saisissant. Hugo le décompose point par point. Le château droit, ça devient une masure. La splendeur, elle se change en mur lépreux. Et les vitres, qui auraient dû scintiller, sont remplacées par d'énormes barreaux de fer. Chaque élément de beauté est méthodiquement anéanti par un détail sordide. Et le coup de grâce, si on peut dire, c'est le détail humain, celui qui achève ce tableau d'horreur. Derrière les barreaux, on aperçoit des visages décharnés, blafards, ceux des prisonniers, des fous. La déshumanisation est totale. Alors, comment fait-il Hugo pour nous embarquer dans ce voyage émotionnel aussi intense? Allons jeter un œil dans sa boîte à outils littéraire pour comprendre sa technique. Son outil principal, son arme favorite ici, c'est l'antithèse. Il oppose sans arrêt deux réalités. L'exemple le plus flagrant, bien sûr, c'est « le palais devient masure ». Cette opposition radicale crée un choc, une prise de conscience brutale chez le lecteur. Ensuite, il y a la personnification. Quand il dit que les murs ont la lèpre, il ne dit pas juste qu'ils sont sales, non. C'est bien plus fort. Il leur donne une maladie répugnante, contagieuse. C'est la prison elle-même qui devient un monstre, hideux et malade. La progression de son récit est aussi absolument géniale. C'est comme un zoom au cinéma, un travelling avant. On part d'un plan très large de l'édifice, puis on se rapproche, la ruine, les murs, les barreaux, pour finir sur un gros plan insoutenable sur les visages des prisonniers. Et un point crucial, tout ça, on le voit à travers les yeux du condamné. Ce n'est pas une description neutre, objective, c'est un point de vue interne, chargé de toute son angoisse, de toute sa peur. Ça rend l'expérience beaucoup plus intense, plus immersive. Bon, toutes ces techniques, c'est bien beau, mais pourquoi? Quel est l'impact qu'il recherche vraiment sur celui qui lit? Pour ça, Hugo utilise une astuce de génie, le pronom « vous ». Il n'écrit pas à mesure que j'approche, mais bien à mesure que vous approchez. Ce « vous », il implique directement le lecteur. Ce n'est plus le narrateur qu'on regarde s'approcher de la prison, c'est nous qui nous en approcherons avec lui. On vit l'expérience de l'intérieur. Grâce à ce procédé, on passe par plusieurs émotions. D'abord, la désillusion, en voyant la beauté se décomposer. Puis, cette désillusion se transforme en peur devant l'horreur de la réalité. Et finalement, la peur s'efface pour laisser place à la pitié pour ces êtres humains enfermés là. Et c'est là qu'est tout le génie de Hugo. En nous faisant partager les émotions du condamné, il nous amène, presque l'air de rien, à adopter son point de vue. Il crée de l'empathie.
Et cette empathie, c'est la première pierre de tout son plaidoyer contre la peine de mort. Le chapitre se termine sur cette phrase, simple, courte, mais terrible. C'est la vie vue de près. Toute la beauté du monde, toute sa majesté, ce n'est qu'une illusion quand on regarde la souffrance humaine droit dans les yeux. C'est une vérité brutale, sans artifice. Et tout ça, ça nous amène à une dernière réflexion. L'invitation de Hugo à regarder les choses de plus près, elle est toujours d'actualité. Alors on peut se demander, quelles sont les façades majestueuses de notre propre société qui, si on s'en approchait, révéleraient une réalité beaucoup plus sombre? La question reste ouverte.